Bon, mais sinon, j'étais en train de présenter c'est quoi la DBT, c'est quoi l'intérêt. C'est devenu de plus en plus populaire au Québec. En 2009, quand on a commencé à le faire, je pense qu'on avait deux, trois équipes à la taille du Québec. Maintenant, c'est 40 ou 50% de mes stagiaires qui travaillent, qui font leur stage dans des équipes disons, à couleur de BT. Ça, je trouve. Mais on a toujours dit que c'était relativement coûteux et complexe dans l'implantation et dans la formation. Les coûts, c'est vrai, c'est complexe. Il faut, surtout en termes de ressources, il faut une équipe de minimum 3 ou 4 participants. Il faut du temps, il faut de la formation. En même temps, les coûts sont relatifs parce que vous savez, si les coûts pour former une équipe DBT aux États-Unis, on peut le récupérer si on évite une hospitalisation de 2 semaines ou 3 semaines. Une hospitalisation de 2 ou 3 semaines, ça coûte au système plus que la formation d'une équipe entière. Et je vous garantis qu'avoir un programme DBT dans un hôpital, ça va diminuer de beaucoup le nombre d'hospitalisations et la durée de l'hospitalisation. Donc, c'est relatif le coût. Mais le message de mon webinaire, surtout pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, c'est que même si on ne fait pas un programme DBT, je pense que j'ai sauté une diapo. Okay. Même si on n'a pas un programme DBT complet, on peut prendre des éléments au niveau de la conceptualisation du problème, au niveau des techniques de base de validation et d'engagement, même si on utilise une autre approche pour le soin. Et c'est un peu ça le message que je vais vous envoyer. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai plusieurs images avec les livres de référence. Les plus anciens, c'est en 93, le manuel. Vous voyez que à l'époque, ça s'appelait Cognitive Behavioral Treatment. C'était la TCC du TPL. Marshall voulait l'appeler DBT, mais les éditions Guilford, à l'époque, c'était inconnu. Ils ont dit non, non, ça ne va pas se vendre si on met dialectique. On va l'appeler TCC parce que ça, c'est plus populaire. Ce livre a été traduit en Suisse en 2000. Il existe encore, c'est les livres qui étaient à la base de la plupart des programmes au Québec. Après ça, en 2014, il y a un livre je pense que l'audience, ceux qui sont là, qui m'écoutent, vous travaillez avec les ados. Ça, c'est le livre spécifique pour les adolescents. Il a été fait en 2014. Il y a des différences. Je pourrais si jamais, c'est pas le moment pour expliquer c'est quoi les différences entre l'approche pour les adolescents et les adultes, mais je suis ouvert à discuter avec vous si jamais vous voulez me contacter par la suite. C'est un manuel d'enseignement, manuel des fiches. On implique la famille chez les adolescents, c'est un peu différent, mais il n'y a pas de traduction française à ma connaissance de ce livre-là. Moi, j'ai fait une traduction maison des fiches, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Mais en même temps, en même année, il y a le grand livre, les livres pour adultes de Marshall, qui est apparu en 2014. C'est intéressant, il ne publie plus de livres de théorie générale, il se concentre uniquement sur l'enseignement de compétences. Donc, le livre, c'est un manuel d'enseignement de compétences et à côté, c'est les manuels des fiches pour adultes. Et la grande nouvelle de cette année, enfin de l'année passée, mais c'est qu'il y a une traduction française. J'étais extrêmement content de l'entendre. Il y a un livre, cette traduction, encore une fois, c'est l'équipe de Genève qui a fait ça, une équipe qui collabore avec Marshall depuis longtemps. C'est en 2017, mais si jamais vous voyez dans la traduction qu'il y a des mots on va blâmer ça sur le fait que le français de Suisse n'est pas le même que le français au Québec. Donc, je vous ai mis le lien pour le livre. En même temps, il y a un aspect particulier. Si vous allez sur ce lien, vous allez voir que la deuxième partie, le manuel et les compétences, 380 pages, ils sont disponibles en ligne. Et il marque, c'est pour les acheteurs de livres, mais en même temps, c'est disponible, il n'y a pas de barrière, on peut le télécharger. Et là, j'étais tenté un peu de vous dire que vous pouvez le télécharger, mais en même temps, il faut respecter aussi le copyright. Ce que je vous dirais, c'est que si vous n'êtes pas certain de vouloir faire un programme de BT, vous investir beaucoup, je vous suggère de télécharger des fiches de travail. Moi, je vais utiliser plusieurs de ces fiches dans ma présentation aujourd'hui, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Et c'est des traductions françaises. C'est vraiment très, très bien fait. J'ai travaillé avec ces manuels depuis des années en lisant les fiches et j'ai appris plein d'affaires.
Donc, je vous recommande de lire ça parce que c'est très instructif si jamais vous voulez faire une idée de c'est quoi exactement. Bon, donc ça c'est le livre qui est assez cher. Je pense que c'est 90 francs suisses. Je ne demandais même pas combien ça veut dire en dollars canadiens. Maintenant, en général, un programme de thérapie comportementale dite complète, il y a 5 modalités. La thérapie individuelle une fois par semaine, durée variable entre 6 et 24 mois. Il y a l'entraînement aux compétences de groupe une fois par semaine pendant, c'est recommandé 24 semaines, encore une fois, ça varie. Il y a le coaching téléphonique et l'équipe de consultation. L'équipe de consultation, je ne peux pas vous inciter. Un des postulats de la DBT, c'est que les gens qui travaillent avec les personnes présentant un trouble de santé limite et des risques suicidaires ont besoin eux-mêmes beaucoup d'aide. On ne peut pas dire à quelqu'un, fais ça, occupe-toi de ses patients, puis après ça, le laisser tout seul. On a besoin d'un système de soutien et de support, sinon, burn-out, abandon. Donc, les gens qui travaillent avec ce type de clientèle, ils doivent être soutenus par leur propre équipe, par l'administration. Et la façon de le soutenir d'une manière officielle, c'était l'équipe de consultation, c'est une équipe de co-supervision en quelque sorte, où tous les membres de l'équipe se rencontrent une fois par semaine pour discuter des enjeux. Et après ça, il y a les interventions auxiliaires familiales. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que juste pour vous dire que un programme TCD complet, c'est complexe. Mais en absence d'un programme complet, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des principes fondamentaux de la DBT qui peuvent être intégrés dans toute intervention. C'est presque des postulats, c'est des choses qu'on admet, qu'on croit, puis qu'on accepte et qui permettent de faire des interventions efficaces, même si ce n'est pas nécessairement l'intervention DBT classique. Certains outils TCD peuvent être utiles pour tous les intervenants auprès de personnes à risque de comportement suicidaire. Marsha a fait une formation super intéressante. Vous pouvez trouver sur le site de Behavioral Tech, c'est le site de formation, et qui s'appelle Transforming Difficult Moments in Therapy. Transformer les moments difficiles en thérapie. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des comportements, ce qu'on appelle chez nous comportements interférents avec la thérapie, et comment on peut les transformer en occasion de grandir. Et ça, c'est ouvertement, oui, c'est inspiré par la DBT, mais c'est applicable dans n'importe quelle autre approche. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Comment on fait pour traverser une crise dans une thérapie? Je suis certain que plusieurs parmi vous ont vécu déjà des moments comme ça, puis auraient voulu savoir comment. Ce que je veux dire, c'est que le fait que vous faites une autre approche, le fait que vous ne pouvez pas faire un programme de DBT complet, ça ne doit pas vous empêcher de lire et de vous familiariser avec certains concepts. Et c'est un peu ça le message du webinaire d'aujourd'hui. Je vais parler de plusieurs choses, mais je vais commencer par la base. Vraiment, la base, quand vous rencontrez une personne qui a eu un diagnostic de personnalité limite, la première chose qu'il faut clarifier, c'est qu'est-ce qu'elle comprend par ça. Si vous regardez l'évolution du concept de personnalité limite, je vous recommande un article de John Gunderson qui s'appelle Ontogeny of Diagnosis. C'est un article dans l'American Journal of Psychiatry qui parle vraiment de l'histoire du concept depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Vous allez voir que c'est un concept qui a subi beaucoup de transformations. Puis, imaginez les patients qui, comme nous tous, on a un diagnostic, on essaie de comprendre c'est quoi, puis qui s'en vont chercher sur Internet les définitions, puis je peux vous dire qu'ils vont tomber sur plein d'affaires qui n'ont pas d'allure. Alors, la première chose qu'on fait comme intervenant, c'est de s'entendre sur qu'est-ce que c'est ça. C'est quoi que vous avez, enfin, comment moi, comme thérapeute, comme intervenant, je comprends ce que vous avez. Parce que si elle comprend que toute personnalité limite, c'est un problème au niveau de l'attachement, oui, certain. Il y a une théorie, puis il y a des arguments pour ça. S'ils pensent que c'est un problème caractériel, s'ils pensent que le trouble de personnalité limite, c'est des méchantes manipulatrices qui font tout pour saboter et qui sont difficiles à vivre. Parce qu'on retrouve tout ce que je vous dis, on retrouve ça sur Internet, on retrouve ça parfois même malheureusement, on retrouve ça même dans certains réflexes de cliniciens. Ah, ben là, c'est sûr, c'est une TPL, c'est certain qu'elle allait me faire ça. Donc, comment on construit, comment on conceptualise l'apparition et les symptômes du trouble, ça, c'est le point de départ d'une intervention. Et aussi, le modèle biosocial, c'est le meilleur outil qu'on a pour orienter et engager le patient.
avec le TPL, le plus difficile, ce n'est pas de les aider à s'améliorer, mais les amener à faire ce qu'on leur demande. Et pas c'est parce qu'elles ont essayé tellement de choses qui n'ont pas marché. C'est difficile à les engager dans ce qu'on leur propose. Et le point de départ, c'est leur expliquer le modèle biosocial. C'est quelque chose que je recommande de faire au tout début, même avant de commencer, juste pour s'entendre, moi comme intervenant, vous comme patient, est-ce qu'on parle de la même chose? Donc, dans la conception, dans la conceptualisation DBT, les troubles de personnalité limite, c'est une difficulté chronique, sévère et envahissante de la régulation émotionnelle. Autrement dit, tous leurs problèmes comportementaux, relationnels, l'image de soi, même les critères neufs qui est phénomène psychotique ou quasi psychotique, tout ça, c'est directement causé par une difficulté à réguler l'émotion, une difficulté qui vient de loin, qui vient de l'enfance. Une difficulté qui est très sévère parce que ça a un impact fonctionnel et qui envahit toutes les sphères du comportement. Donc, ça, c'est la définition et c'est la conception DBT du trouble de personnalité limite. On peut l'accepter ou non. Il y a d'autres façons de le définir, le trouble, puis c'est pas la bonne, mais disons, c'est la définition. On ne dit pas que c'est la bonne, la seule et la vraie, mais c'est la définition de travail. C'est avec cette définition qu'on va travailler. Et ces difficultés est le résultat de l'interaction entre deux facteurs. C'est pour ça qu'on dit biosocial. Les facteurs biologiques, une vulnérabilité aux émotions, et les facteurs sociaux, qui est un environnement invalidant depuis longtemps. Si jamais vous voulez expliquer ça à un patient, je vous suggère fortement d'imprimer et même de lui donner les fiches correspondantes dans le document que vous appelez le document que je vous ai mis le lien auparavant. Et j'ai pris les fiches ici parce qu'ils disent ça beaucoup mieux que moi. Puis c'est un outil que vous pouvez, et je vous recommande fortement de montrer aux patients et de lire avec eux. Pourquoi? Voir est-ce qu'ils se reconnaissent là-dedans. La vulnérabilité, tout d'abord la partie biologique. La vulnérabilité émotionnelle et biologique, ça veut dire que biologiquement, il y a des gens qui sont nés avec une sensibilité plus élevée aux émotions que les autres. Ils vont avoir des émotions plus rapides qui vont se déclencher, qui vont être plus fortes, et aussi, très important, avec un retour au calme beaucoup plus lent. Et ils sont nés comme ça. Et ce n'est même pas une maladie. Là, surtout si vous travaillez avec les ados, gardez en tête quelques noms, et je vous recommande le nom de Selena Gomez, qui est une chanteuse, actrice assez populaire, et qui est passée par... Dites-leur juste de regarder, de chercher Selena Gomez et DBT. Elle est passée par là. Et où est-ce que je vais arriver? C'est que, surtout pour les adolescents, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'être intense émotionnellement, ce n'est pas une maladie, ce n'est même pas un défaut, c'est même une grande qualité. La plupart des artistes de ce monde sont des gens intenses émotionnels. La plupart des grands sportifs au monde sont des gens qui ont un très haut niveau d'intensité émotionnelle parce que pour être un sportif de performance, il faut avoir beaucoup de motivation pour passer à travers les moments difficiles d'entraînement et pour avoir de la motivation, le carburant, c'est l'émotion. Donc, avoir un niveau d'intensité émotionnelle, ça peut être très bon si tu arrives à le maîtriser. L'analogie que j'utilise avec la métaphore que j'utilise avec les adolescents, puis ça va bien, je dis, c'est comme dans les films de super-héros. Quand le jeune découvre son super-pouvoir, puis il va voir son maître qui lui dit, si tu arrives à maîtriser ton super-pouvoir, tu vas sauver le monde, sinon tu vas te brûler. C'est à peu près la même chose avec cette vulnérabilité émotionnelle de base. C'est pas comme certains utilisent une analogie avec le diabète, genre c'est une sensibilité, mais le diabète c'est une maladie. Ça c'est ça peut être une qualité. Là, je vais aller plus vite parce que je me rends compte que ça fait 30 minutes déjà que... OK, désolé. Donc, il y a une base biologique. En même temps, il y a un environnement social invalidant. Ça veut dire un environnement social qui dit que vos émotions, vos comportements ne sont pas valables, ne sont pas valides. Et ce qui est important, c'est surtout avec les adolescents parce qu'ils vont tout de suite cibler leurs parents. La plupart des fois, les personnes qui invalident ne le font pas par exprès, ne le font pas intentionnellement. Ils le font parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas reçu le manuel d'instruction. Je disais aux parents,
votre enfant est différent, il est très sensible émotionnellement, mais vous n'avez pas reçu le manuel d'instruction au début. Vous avez agi comme avec tous les autres enfants et ça a amené à ce qu'on appelle en anglais un misfit, ce qu'on appelle ici une incompatibilité entre l'enfant et le cadre qu'on lui offre. Et on a des interactions entre les deux parce que plus une personne va être sensible émotionnellement, plus elle va déclencher de l'invalidation. Un enfant qui est très sensible, il va avoir des réactions émotionnelles extrêmes. À un certain moment, les parents vont être fatigués, ils vont être plus cadrans. Et ça n'a pas d'allure que tu gardes la lumière allumée dans ta chambre. Ça n'a pas d'allure que tu aies peur de ça. Tu vas le faire. Donc, ça, c'est invalidant parce que ce qu'on dit à l'enfant, c'est ton émotion n'est pas correcte, n'est pas juste. Et l'interaction entre, d'un côté, un enfant qui a de l'intensité émotionnelle, il va provoquer plus d'invalidation. Et quand il se fait invalider, il va vivre plus d'émotions. Donc, c'est comme une transaction. Et malheureusement, le résultat, c'est que les patients que vous rencontrez, ils ont intériorisé, ils sont rendus à ce qu'on appelle l'auto-invalidation. Ils arrivent, tous ceux qui ont travaillé avec le TP, ils savent qu'il n'y a personne qui les juge plus méchants, plus mauvais. Il n'y a pas de pire juge pour elle-même qu'elle-même. Donc, ce que je vous suggère, c'est qu'avant de travailler avec une personne avec un limite, c'est de leur présenter les modèles biosociaux. Ça va leur donner de l'espoir parce que ça va cadrer, ça va modéliser leurs problèmes dans un terme qui n'est, elles ne sont pas coupables. Ce sont les résultats de leur biologie et leur environnement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il faut faire, c'est d'enseigner, d'apprendre à gérer ses émotions. C'est juste récupérer le travail qui n'a pas été fait. Il ne s'agit pas de changer le passé ou de prendre des médicaments. Non, juste d'apprendre les choses qu'on n'a pas appris auparavant. Donc ça, c'était le modèle biosocial. Et là, vous comprenez que un élément essentiel de la démarche d'intervention. Puis là, je dis DBT, mais selon moi, ce que je mets ici, ça s'applique aussi quand on veut faire une piqûre à un patient. Tout d'abord, valider sa peur de piqûre. Oui, vous avez raison d'avoir peur. Ça fait mal. Mais ça. Orientation, ça veut dire expliquer comment je comprends la situation, qu'est-ce que je veux faire, puis pourquoi je pense que ce que je vais faire va vous aider. Et après ça, l'engagement, s'assurer que lui aussi, il est d'accord avec ça. Donc, ces étapes de validation, orientation, engagement, c'est des étapes absolument obligatoires dans n'importe quelle démarche, selon moi, parce que, honnêtement, la plupart des échecs thérapeutiques viennent du fait qu'il y a une ou plusieurs de ces étapes qui n'ont pas été bien faites. Soit il n'a pas été suffisamment validé, puis il se sent invalidé, soit il ne comprend pas pourquoi il est là, soit on ne lui a pas demandé est-ce qu'il est d'accord ou non. Et si vous analysez les échecs thérapeutiques que vous avez assistés, ou même moi j'en ai vécu, c'est parce qu'on n'a pas complètement fait d'une manière adéquate ces trois étapes-là. Je vais pas beaucoup je vais aller un peu plus vite parce que je me rends compte que le temps passe vite. Stratégie de validation. La validation, c'est un élément essentiel de la DBT parce qu'on dit que l'intervention avec le TPL, c'est comme conduire une auto, où d'un côté, on les valide, tu es normal comme tu es, de l'autre côté, on les pousse au changement. Tu es normal comme tu es et tu vas changer pour aller mieux. Et la validation, on dit que c'est comme le frein de l'auto, tandis que l'incitation au changement, c'est l'accélération, c'est le gaz. Puis c'est le clinicien qui doit appuyer sur les bonnes pédales au bon moment. Donc, la validation, je vais revenir un peu en arrière, c'est basé sur l'approche humaniste de Carl Rogers, mais il y a des choses qui ont été ajoutées. La définition la plus simple, c'est juste de signifier au patient ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il ressent, c'est valide. Ce n'est pas toujours efficace, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon, c'est valide, ça a un sens. On essaie d'éliminer le mot bien, correct. On parle d'efficace, pas efficace par rapport à ses objectifs de vie. J'ai mis dans mon PowerPoint les niveaux de validation. Ça prend beaucoup. Pour faire une formation avec ça, ça prendrait beaucoup de temps. Mais je vais juste vous sensibiliser. Et si jamais ça vous intéresse, il y a des matériaux qu'on puisse approfondir. On classifie la validation en 6 niveaux, du plus simple au plus complexe. Porter attention, refléter fidèlement, nommer le non-dit, comprendre le comportement, reconnaître la validité du comportement et l'authenticité radicale. C'est fantastique. Écoutez, c'est la clé du comportement d'un thérapeute.
DBT, mais je pense que tous les thérapeutes efficaces dans leur domaine font ça. Puis, mais c'est formalisé d'une certaine façon. Je vais passer très vite sur les niveaux. Le premier niveau de base, c'est écouter, être attentif, regarder l'autre, poser des questions de clarification. Le deuxième niveau, évidemment, vous allez avoir accès au PowerPoint par la suite. Donc, c'est pour ça que je passe un peu plus vite parce que j'aimerais beaucoup avoir le temps de répondre à des questions. Le deuxième niveau, qui ressemble beaucoup à des techniques de non-directive de Rogers, c'est le reflet. Refléter les émotions, pensées. Ça veut dire on reprend le mot du patient pour reformuler, pour s'assurer d'avoir bien compris. Il faut vraiment faire attention à ne pas donner l'impression qu'on les juge. On veut juste s'assurer d'avoir bien compris ce qu'il a dit. On reformule ce qu'il nous a dit. Par contre, le niveau 3, c'est à partir de ce qu'il nous dit ou il fait, nous, on pense qu'il y a quelque chose, soit qu'il ne s'est pas rendu compte, soit qu'il ne nous dit pas. Et on essaie de proposer une façon de quelque chose que nous, on pense qui est là, puis on essaie de vérifier est-ce que c'est vrai ou faux. Ce n'est pas des interprétations. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons raison, c'est juste que nous, on a l'impression, avec notre expérience, d'avoir vu quelque chose, mais si les patients nous disent « Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ça », mais c'est lui qui a raison. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans l'interprétation de « moi, je comprends mieux qu'est-ce qui se passe avec toi », mais plutôt dans « est-ce que ça pourrait être ça ?» Est-ce que tu penses que ça pourrait être ça l'explication? Est-ce qu'il y a quelque chose comme… Si vous pratiquez, vous allez le voir. Le quatrième niveau de validation, le 4 et le 5 qui portent sur le comportement. Parfois, même un comportement problématique et non efficace, il peut avoir des dimensions valides. Quelqu'un peut se couper, faire d'automutilation, et le comportement n'est pas acceptable, n'est pas efficace, mais il peut avoir un élément de validité là-dedans. En DBT, on ne valide jamais le comportement de mutilation, alors je vais prendre notre exemple. Ça, c'est un comportement qu'on n'a pas le droit de valider aucunement. Mais disons, le patient a eu une crise de colère avec son ami. Ce n'est pas un comportement efficace, c'est un comportement souffrant, mais il y a une validité. On dit, ton histoire, et ce que tu es, et le contexte que tu as vécu, c'est normal, pas normal, mais ton comportement est déterminé par ce que tu es, ce que tu as vécu. Et tout ça, ça fait que ça donne un sens au comportement. Vous savez voir, les TPL, souvent, ils souffrent parce qu'ils pensent que leurs comportements sont bizarres, sont fous, ils n'ont pas de sens. Non, il y a un sens. Ce n'est pas efficace et on va essayer de le changer. Mais il est valide parce qu'il a été déterminé. Tu ne pouvais pas faire autrement dans ce contexte, toi. Par comparaison, le niveau V5, c'est si le V4, c'était toi avec ta situation et avec ta base biologique, tu ne pouvais pas faire autrement. Le V5, c'est que ton comportement peut paraître problématique, mais il a été efficace dans le contexte. Ou encore, c'est quelque chose que n'importe qui à ta place l'aurait fait. Par exemple, quelqu'un qui vous dit que dans une crise de colère, j'étais tellement enragé que j'ai quitté puis j'ai claqué la porte. Oui. Est-ce que ça a été efficace par rapport à… Est-ce que ça a arrêté le conflit? Oui. Donc, il y avait une efficacité à ces comportements. Peut-être que ce n'était pas le comportement optimal, mais il y avait un sens, il y avait une utilité. Ou encore, quand on dit que ce que tu as fait, n'importe qui à ta place l'aurait fait. Par exemple, quelqu'un qui vous dit qu'il a très, très peur de se promener, de marcher dans la nuit dans son quartier. Et là, on demande, est-ce que dans ton quartier, il y a eu des cas d'agression? Oui. N'importe qui aurait peur par rapport à ça. Ce n'est pas un comportement problématique parce que c'est presque normatif, parce que tous les autres auraient fait la même chose. Donc, V4 et V5, c'est des validations concernant le comportement, tandis que V2 et V3 sont plus en lien avec ce que le patient nous dit pour s'assurer d'avoir bien compris. Le niveau V6, c'est comme le niveau ultime. On parle d'authenticité radicale. Ça veut dire traiter le patient comme un être humain égal en valeur ultime avec nous. On n'est pas des experts avec des malades, on est des humains. Comme je le disais parfois, moi je suis un expert en thérapie de cell thérapie, toi tu es une experte en toi-même. On va travailler ensemble pour trouver une solution. Moi je viens avec mon expertise, tu viens avec ton expertise. L'idée c'est de montrer au patient qu'il est un être humain, qu'on le respecte, qu'on le traite comme un ami presque. Ce niveau de validation n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'approches, même si c'est qu'il y a une attitude parfois quand on dit
neutralité bienveillante, garder la distance. Avec le TPL, si vous gardez la distance, ça ne va pas marcher. Je vous préviens dès le début, si vous voulez traiter les TPL avec une attitude comment dire, professionnelle, c'est trop pénible pour eux. Ils ne vont pas réussir à s'engager. Il faut quelque part s'ouvrir. Il faut accepter qu'on va les investir, qu'on va les aimer. Marshall disait, il faut les aimer pour les aider. Puis ça veut dire accepter qu'ils nous sont importants pour nous. Quand ils viennent puis ils ont fait la mutilation, de leur dire écoute, ça me fait de la peine de voir ça. C'est vrai, mais quelque part on dirait non, on doit rester distant. Je ne sais pas. Je sais pas, selon moi, ça ne marcherait pas, garder la distance. Donc, il y a plusieurs exemples de... très important, parfois, la meilleure validation, parfois, c'est par l'action plutôt que par les mots. Quelqu'un qui pleure dans votre bureau, on peut lui dire, je comprends que tu es triste, c'est normal d'être triste. Tout ça, c'est de la validation par les mots, mais on peut aussi lui donner notre boîte de mouchoirs. Ce geste-là, c'est une validation fonctionnelle parce que ce qu'on lui dit, c'est que c'est correct de pleurer. C'est tout à fait fonctionnel. Et donc, la validation par l'action est plus efficace que celle par le mot. Et aussi, si j'ai un message important à vous transmettre maintenant, parce qu'il me reste 10 minutes, je pense, 5 minutes, je vérifie avec mon timekeeper. Oui. OK. Moi, j'ai 15 minutes. Bon, je me sens soulagé d'un coup, puis je vais prendre le temps de présenter ces diapos parce que je l'adore, puis je vais même vous donner un exemple personnel. Donc, il faut comprendre que la validation se passe dans la tête du patient et non pas dans notre tête ou dans le message. Nous, on peut envoyer un message qui est très correct, très validant, très positif. Et le patient peut le vivre comme une invalidation. Et c'est lui qui a raison, pas nous. Je vais vous décrire la situation. C'est que j'étais dans mon bureau, puis à l'École de Prairie, puis j'avais une stagiaire, une étudiante en psychologie au baccalauréat, puis je voulais vraiment paraître professionnel. J'avais ça comme... Et là, j'avais devant moi une patiente qui j'avais vue 4 ou 5 fois. Il y avait déjà un début de relation thérapeutique, mais pas extrêmement. La fille était très en colère. Visiblement, elle racontait des choses sur sa mère qui était vraiment en colère contre sa mère. Alors, ce que j'ai fait, je lui ai dit, je vois que tu es très en colère. Ce qui est tout à fait correct, selon tous les modèles d'intervention. Ce que j'ai dit était tout à fait correct, défendable. Selon mon modèle, c'est une validation niveau 2, ou 3 peut-être, mais 2 plutôt parce que la colère était vraiment sautée aux yeux. La réaction que j'ai eue, c'est que la fille arrêtait de parler tout d'un coup, puis ne voulait plus me parler. Et là, je vous avoue que j'étais assez stressé, assez inquiet, parce que je voulais bien paraître, on s'entend, on est humain. En même temps, j'ai eu la présence d'esprit, est-ce que je lui ai dit, OK, je dis time out, on arrête. Il s'est passé quelque chose. J'ai dit ou fait quelque chose qui fait en sorte que maintenant, tu ne veux plus me parler. J'ai aucune idée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait qui a provoqué cette réaction? Et je veux absolument comprendre. Parce que c'est important pour moi, si je veux t'aider, je veux comprendre qu'est-ce que je peux faire qui te fasse réagir de même. Après un bon bout de temps, ça n'a pas été facile. Elle m'a avoué que lorsque j'ai dit la phrase « Je vois que tu es très en colère », ça lui a rappelé un autre thérapeute qu'elle avait auparavant. Et la pensée qu'il a eue, c'était « Ah bon, il est comme les autres. Je suis juste une patiente, une folle pour lui. » Quelque chose comme si mon comportement, ça lui a fait revivre la même chose, puis il me dit « Bon, il est comme les autres, il ne s'intéresse pas à moi. » Ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord, je me suis excusé. Même si, écoutez, on s'entend que je n'ai pas fait ça exprès pour lui nuire. Et la tendance naturelle qu'on a, ça, il faut l'accepter. Quand quelqu'un nous accuse de quelque chose, si un patient vous dit « Vous êtes méchant, tu es vraiment méchant comme thérapeute » ou « C'est pas correct ce que tu me dis, c'est injuste », la réaction normale humaine qu'on va avoir, c'est de se défendre. On observe cette réaction, puis on la laisse à côté. Ça ne sert à rien de se défendre. Ce n'est pas utile pour l'avancement de la thérapie. Alors, ce qu'on va faire, on va réparer. Je me suis excusé. Je lui ai dit, je lui ai remercié pour sa confiance, parce qu'il m'a raconté ça. Je lui ai dit, merci de l'avoir dit. Et après ça, j'ai souligné le fait que, tu vois, c'est très important que tu me dises quand ça arrive, parce que c'est comme ça que je peux m'améliorer. Quand je fais des choses comme ça, je ne me rends pas compte. Puis c'est important que tu me dises ouvertement ce que tu ressens.
Sinon, je ne peux pas m'améliorer. Puis crois-moi, je veux ne plus le faire. Je vais faire de mon mieux pour. Donc, l'invalidation, surtout avec ces patients, ce n'est pas à nous. C'est pas à nous qui. Oui, c'est vrai que parfois on peut dire des messages invalidants et vous serez surpris que parfois on dit des messages invalidants qui sont vécus comme validants. Ça, c'est l'autre extrême. Mais parfois, ils vont se sentir invalidés par nous alors qu'on fait tout ça sans aucune intention et on fait ça correctement. Et le danger là-dedans, c'est de passer en mode défense, ce qui va juste augmenter l'invalidation. Au contraire, on s'expose. On dit, OK, j'ai fait quelque chose, puis merci de m'avoir dit, puis je vais essayer de ne plus le faire plus tard. Donc ça, c'est important. Parce que si vous, j'ai vu ça parfois avec le TPL. Avec un TPL, si tu commences à lui dire, tu as l'impression que je t'ai invalidé, mais moi, je sais que je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il y a une distorsion cognitive chez toi qui fait en sorte que tu interprètes mes mots d'une manière négative. Techniquement, tout ce que je viens de dire est vrai. 100% vrai dans un modèle. Mais si vous dites ça à un patient, vous l'avez perdu complètement. Voilà. C'est comme la relation est compromise. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, c'est qu'il faut vraiment prendre soin parce qu'ils sont, les TPL, du point de vue de la validation, sont ce qu'on appelle des grands brûlés. Toute leur peau est sensible. Vous touchez la peau avec votre doigt, ça leur provoque de la douleur. Et il faut voir ça comme ça. Il faut prendre soin d'être extrêmement validant. Les autres éléments que je voulais toucher aujourd'hui, j'ai mis ici plusieurs exercices, plusieurs exemples. Normalement, avec mes étudiants, j'aurais demandé que ce soit eux qui mettent quel niveau de validation se trouve là, mais juste pour vous dire, le premier exemple, c'est une validation 1. Mes parents sont tellement méchants avec moi. L'intervenant dit, par exemple, on montre de l'intérêt, on ne fait pas de jugement, puis on veut juste clarifier, avoir plus d'informations. L'ado nous dit, il n'y a rien que je puisse faire. C'est une réformulation, donc tu n'as plus aucun espoir. On veut juste s'assurer qu'on reformule ce qu'il nous a dit, puis on essaie de voir si on a bien compris. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été capable de venir au rendez-vous. Est-ce que ça pourrait être la honte qui m'a empêché? C'est comme on essaie de lire qu'est-ce qui n'a pas été dit, puis on essaie de valider. Si le patient me dit non, c'est pas ça, il a raison, c'est pas moi qui allais, je ne vais pas insister pour le convaincre. On passe au niveau 4. Je deviens folle quand il fait ça. Et là, le niveau 4, rappelez-vous, c'était votre comportement est compréhensible en tenant compte de qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez vécu. Tu es une fille très sensible, tu as vécu tellement d'abandon que maintenant tu réagis beaucoup, parfois à des choses minimes. Donc, ton comportement, il a un sens, il est valide parce qu'il est déterminé, il a une causalité. Et en plus, ça n'a pas d'allure de faire ce que je fais. Et la réponse est, regarde, aussi plat que ça soit, ça nous donne l'occasion de mieux comprendre ce qui se passe avec toi dans de telles situations et comment mieux faire la prochaine fois. Ça, je vous recommande d'intérioriser ces réflexes. Toute crise, toute situation de crise, une occasion d'apprendre. Il vous arrive avec les mains bandées parce qu'il y a plein de cicatrices. OK. Tout d'abord, je suis content que tu sois en vie. Vous allez voir, ça, c'est une validation 6. Deuxièmement, écoute, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, puis on va essayer de transformer cette situation en occasion d'apprendre comment faire mieux la prochaine fois. Et ça veut dire que ton comportement qui est complètement inefficace, il a une utilité, il a un sens, on peut transformer ça. C'est important pour l'engager. Le niveau 6, tout le monde ne s'intéresse pas à moi, ils seraient tous contents si j'étais morte. Et l'intervenant dit, moi, ça me ferait beaucoup de peine si ça arriverait. C'est relationnel, ça veut dire que c'est la même, aussi simple que de dire au début de la rencontre, je suis très contente que tu sois venu. C'est validant au niveau interpersonnel. On est en relation authentique, égal à égal. Vous allez voir, les validations 6 sont très, très bonnes pour créer l'engagement. Vous comprenez que je pourrais vous en parler pendant des heures là-dessus, mais on n'a pas le temps et je m'en excuse. Il y a une fiche qui parle de validation dans les références que je vous ai données, mais c'est plus pour expliquer la validation à un patient. Ce n'est pas exactement la même chose qu'expliquer la validation pour l'intervenant, mais les niveaux sont les mêmes. Mais ils sont expliqués d'une manière différente pour enseigner au patient comment lui, il peut valider les autres. Je vous recommande de la lire. Puis si vous avez des intérêts là-dessus, envoyez-moi des messages ou envoyez des messages à lui qui va s'en occuper, puis je vais vous fournir des références.
Vous vous rappelez, il y avait 3 étapes, validation, orientation et engagement. Orientation, traitement, expliquer au patient comment vous comprenez son problème. Rappelez-vous le modèle biosocial. Quel est le problème? Comment vous pensez intervenir? Pourquoi l'intervention est supposée marcher? On s'entend que lui, il peut comprendre ça différemment, puis on accepte qu'on peut avoir des opinions différentes. Donc, on ne peut pas travailler si on n'arrive pas à un middle ground, à une entente sur c'est quoi le problème. Parce que sinon, si moi je traite un problème, puis lui, ce n'est pas son problème, ça ne va pas marcher. Et l'engagement, c'est de s'assurer qu'il a bien compris vos explications. Et après ça, bon, et ça, c'est une étape que parfois on saute avec les TPL, c'est comme, est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires? Et pourquoi vous devriez le faire? Pourquoi est-ce que moi, ce que je vous propose comme programme, ça demande beaucoup de travail. Vous devez changer de façon de faire. Changer, c'est très difficile pour nous, pour tout le monde. Comment vous allez faire pour avoir l'énergie pour changer? Et là, les techniques d'engagement en DBT sont très bien détaillées, sont spécifiques. J'en ai mis la liste, vous allez le voir ici, pour chacune, on peut la développer. Mais la plus importante, de loin, c'est la première. Pourquoi est-ce qu'une patiente va changer? Parce que changer, c'est la seule façon pour elle de s'approcher de ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Donc, on va prendre le temps lors de la première, deuxième rencontre pour construire ce qu'on appelle en DBT Life Worth Living, une vie qui vaut la peine d'être vécue. On va prendre le temps. Dans 5 ans, vous êtes heureuse. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Et d'habitude, les gens, ils sont pas vagues. J'ai une maison, j'ai une relation gratifiante, j'ai un job qui me paye bien, puis que j'ai des amis, j'ai un chien, je voyage beaucoup. Peu importe. Mais il y a quelque chose de positif là qui l'attend dans 5 ans. Et tout ce qu'on fait maintenant, ce n'est pas pour soigner votre suicidalité ou tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour vous aider à vous approcher de votre objectif de vie. Et ça, c'est l'outil d'engagement numéro 1. Puisque quand le patient va faire un comportement inefficace, on va dire, OK, tu as fait ça. Est-ce que ça te rapproche ou ça t'éloigne de ton objectif, de ta vie? Si tu penses que ce que tu as fait t'approche de ton objectif, bien, pourquoi est-ce que tu changerais? Et là, on rentre dans l'avocat du diable. Ça, c'est une autre affaire. Donc, j'ai mis ici une liste de stratégies. Chacune est super intéressante à lire. Je pourrais vous en parler. Les livres de Liliane en parlent. J'avais préparé un exercice pratique. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, mais je vous recommande de le lire. On parle d'une adolescente qui est arrivée hospitalisée, qui arrive en poste en détresse, puis en pleurant. Elle a des marques d'automutilation sur les bras. Et l'intervenante, qui est une infirmière, ne connaît pas en détail le dossier. Et là, j'ai un discours où il y a des éléments de validation, orientation et engagement. Tu as très bien fait de venir me voir, c'est une validation 5. Ton comportement. On ne valide pas la mutilation, mais on valide le comportement demande d'aide. Ceux qui font l'intervention téléphonique avec le système, ils savent qu'on commence par dire tu as très bien fait de m'appeler. On valide le comportement demande d'aide. Je vois que tu ne files pas bien maintenant. Validation 3. Je ne connais pas ton dossier, mais je sais que les jeunes s'automutilent seulement lorsqu'ils sont très mal. Tu as dû vivre beaucoup de peine pour faire ça. Ça, c'est une validation 4. Ton comportement est déterminé par la souffrance que tu vis. Maintenant, ce qu'on va faire d'abord, tu me laisses m'occuper de tes plaies, ton environnement pour m'assurer qu'il n'y a pas de danger. Après ça, on va prendre quelques minutes pour diminuer la détresse. Puis, si tu veux, on peut parler, voir comment c'est arrivé, même trouver des choses à faire pour éviter que ça se répète. Tout ce que je viens de dire, c'est de l'orientation. On prend le temps que ça prend pour lui expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Et la dernière phrase, sens-tu capable de faire ça, c'est de l'engagement. Bon, la dernière partie de mon webinaire porte sur l'analyse en chaîne de comportement. Honnêtement, j'ai hésité beaucoup, mais je l'avais mis dans le résumé. Et là, j'ai compris que M. Labelle, quand il a parlé de plan de sécurité pour plus suicidaires, la dernière fois, il avait mentionné ça aussi. L'analyse en chaîne de comportement, c'est un outil qu'on fait pour évaluer les comportements problématiques. Ça vaudrait la peine qu'on en parle plus. Je vous ai mis quelques éléments. Et les fiches pour expliquer ça en détail se retrouvent dans le document que je vous ai... Je ne vous l'ai pas donné, mais je vous ai pointé le lien pour le trouver. L'idée, c'est qu'on essaie d'évaluer le comportement problématique selon un modèle où, je vais sauter un peu, selon un modèle où il y a un événement déclencheur, il y a un comportement problématique. Avant l'événement déclencheur, on a des facteurs de vulnérabilité qui rendent la personne plus sensible.
Entre l'événement déclencheur et les comportements problématiques, on a des mailles intermédiaires, une chaîne, et à la fin, on a des conséquences après. Et quand on décrit les comportements, les principaux mérites avec les jeunes ou avec, c'est qu'ils se rendent compte que leur comportement qu'ils pensaient être fou, qu'ils pensaient être complètement, ils se rendent compte que c'est un comportement qui avait un sens. Oui, ce n'était pas efficace et oui, il peut le changer, mais ce n'était pas non déterminé, ce n'était pas aléatoire. Tout était déterminé par ce qu'il est et par ce qu'il a vécu. Et ça donne un peu de sens, puis ça ouvre beaucoup de pistes à l'intervention. On peut intervenir en diminuant les vulnérabilités, on peut intervenir en coupant les liens. Par exemple, si entre le déclencheur et les conséquences, il y a, j'ai senti une émotion envahissante très forte, et après ça, j'ai perdu le contrôle, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose quand vous sentez comme ça pour diminuer l'intensité émotionnelle? Et là, on rentre dans les compétences tolérance à la détresse. Mais ça ouvre des pistes d'intervention. Parfois, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de limiter les dégâts, gérer les conséquences. Mais c'est un outil que je vous recommande fortement de regarder. Et ce qui est important là-dedans, ne jamais oublier qu'avant de faire une analyse en chaîne, comme n'importe quelle intervention, il faut orienter et engager le patient parce que si on vient juste, voilà, on va faire ça, ça ne va pas marcher. Il faut lui expliquer pourquoi on le fait et il faut s'assurer qu'il est engagé. Et là, j'arrête ma présentation et je vais répondre à certaines questions que mon collègue Luc a pris en note et qui va me transmettre. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis, prenez ça comme un, je ne sais pas si c'est appetizer, c'est pour ouvrir quelque chose pour ouvrir l'appétit. Il y a énormément de contenu que vous pourriez accueillir, intégrer en lien avec ce que je vous ai dit. Merci beaucoup. Si les gens n'ont pas entendu dans la question, c'est est-ce que je pourrais donner plus d'exemples de validation? J'ai fait un cours de 3 heures sur la validation avec mes étudiants et on fait beaucoup d'exercices pratiques et on fait beaucoup de simulations presque avec ça. Puis on s'entend que j'avais 1 heure à parler de beaucoup de choses. L'essentiel dans la validation, c'est de communiquer au patient que ce qu'il vit est valide. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Par exemple, un patient qui vient pas, ça c'est très typique, un patient ne vient pas à la rencontre, à la rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites? La première chose que je vous suggère de faire, c'est de l'appeler dans les 15 minutes après son retard ou dans les 20 minutes tout de suite. Si vous l'appelez après 2 heures, c'est une invalidation fonctionnelle. Si vous l'appelez la deuxième journée, c'est comme si vous lui dites que vous étiez content de ne pas le voir. Donc, première chose, vous l'appelez après 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On ne lui dit pas que pourquoi vous n'êtes pas venu. On dit, êtes-vous correct? Êtes-vous bien dans votre... Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que si vous ne venez pas et si vous ne m'informez pas, je me sens inquiète pour vous. Je sais que vous êtes à risque et si vous ne venez pas à rendez-vous et vous ne m'avez pas informé auparavant, moi, je m'inquiète pour votre bien-être. Ça, c'est une... Tout d'abord, il faut que ce soit vrai. Rappelez-vous, essentiel, on ne valide jamais en disant un mensonge. Tout ce que vous dites doit être authentique. Donc, mais en leur disant que s'ils ne m'informent pas d'avance quand il va manquer un rendez-vous, moi, je vais me sentir très inquiète pour lui. Ça, c'est une validation de niveau 6. C'est une validation qui souligne la relation. Les validations de... Je pourrais donner des exemples pour le coup, mais je ne pense pas qu'on a vraiment le temps maintenant, mais si vous voulez, je peux vous donner des liens sur les livres. Il n'y a pas de document en français fiable. Fiable. Je ne sais pas, peut-être à ma connaissance, peut-être qu'il y en a. Je sais que le texte de Benjamin parlait un peu de niveau, mais en anglais, il y en a plusieurs documents, y compris une grille qu'on utilise pour observer les thérapeutes DBT pour s'assurer qu'ils adhèrent au modèle. C'est une grille de cotation des niveaux de validation. Je vais vous envoyer ça à travers mon collègue. Pour ceux qui sont anglophones et qui sont super intéressés à ça, il y a une formation créditée qui s'appelle Validation Tech Strategies, qui est sur le site, je n'ai même pas mis le lien ici, le site s'appelle Behavioral Tech. Behavioral Tech. C'est une formation en ligne que vous pouvez faire dans votre bureau ou n'importe où. Je pense que si vous êtes étudiant, c'est $40 ou quelque chose comme ça. Puis il y a des heures créditées de formation continue aussi. Et ça va vraiment aller en détail dans tout ça. Mais c'est en anglais, puis je sais que
un des obstacles pour la DBT ici, c'est que ce n'est pas francophone. Sinon, je peux vous envoyer des liens. Honnêtement, la validation, on la pratique. On l'apprend en la pratiquant et on ne va jamais dire quelque chose en pensant « je vais faire une validation maintenant ». On va agir, puis après ça, quand on regarde qu'est-ce qu'on a fait, on se dit « tiens donc, je fais une belle validation 4 là ». Mais essayez pas de valider, essayez pas de faire de ça un comportement que vous faites énormément de validation déjà dans votre pratique. Vous n'avez jamais mis d'étiquette là-dessus. Quelque part, je suis certain que si je filme l'interaction que vous avez avec une patiente, je suis certain que je vais trouver des dizaines de validations là-dedans. Donc, le défi n'est pas de changer quelque chose, mais plus de développer, puis de mettre des étiquettes sur ce qu'on fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Okay, la question, c'est est-ce que les techniques de validation peuvent être utilisées avec d'autres personnes, d'autres patients que les TPL? Ils peuvent être utilisés avec tous les autres patients. Je vous recommande fortement de les utiliser avec vos propres enfants. Je vous les recommande de les utiliser avec vos collègues de travail, avec vos subalternes et vos patrons. Je vous recommande de les utiliser avec les gens. Quelque part, quand on commence à valider les autres, on ne peut plus faire autrement. On devient ce que Marshall disait, on devient des machines à valider. Une fois que vous apprenez à valider les patients, ça va changer plus que votre interaction avec les TPL. Vous allez le faire avec tout le monde. Je peux vous dire qu'avec les enfants, ça marche extrêmement bien. Puis, pourquoi? Parce que ce que ça veut dire, à un certain moment, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, Bogdan, arrête de traiter tout le monde comme des TPL. Je dis, je ne peux pas, je valide tout le monde. C'est câblé. Donc, c'est applicable dans tout. Évidemment, comme je vous ai dit, les TPL sont des grands brûlés. Ils sont beaucoup plus sensibles à l'invalidation. Avec eux, il faut faire une overdose de validation. Il faut être excessif dans la validation parce que justement, ils sont très sensibles, extrêmement sensibles. Mais c'est quelque chose à faire avec tout le monde. Enfin. Dans les écoles. Oh mon Dieu. Donc la question était, est-ce que les techniques DBT, il y a un lien direct avec la prévention du suicide? Et est-ce qu'il y a des implantations à faire dans les écoles? Première question, la DBT est faite pour prévenir le suicide. C'est le but numéro 1, c'est l'indice d'efficacité numéro 1 de la DBT, prévenir les comportements suicidaires. La validation, c'est comme pièce de base. C'est pas, la validation en soi ne va pas nécessairement, et je parle aussi de l'orientation et engagement, ne vont pas nécessairement soigner ou prévenir le suicide, mais ça crée le contexte pour faire le changement par la suite. Pour prévenir le suicide, il faut changer la personne. Il faut qu'il change ses comportements. Mais tu ne peux pas initier le changement si tu ne l'as pas validé, engagé. Parce que donc, la validation, on ne peut pas faire de la DBT sans faire de validation. Je pense qu'on ne peut pas faire d'intervention, mais ce n'est pas un outil qui intervient directement sur la prévention du suicide. La DBT, oui, mais c'est beaucoup plus que la validation. L'autre chose, la meilleure piste, déjà, j'ai parlé de ça il y a 2 ans, 3 ans dans l'Institut d'été, la meilleure piste de prévention de comportement suicidaire à l'école, prouvée aux États-Unis par une recherche majeure en Europe, une recherche multicentrique, c'est l'enseignement des compétences, l'augmentation des compétences de gestion des crises émotionnelles. Et c'est pas la prévention du suicide, la meilleure façon de le faire, c'est d'enseigner aux jeunes comment dealer avec la souffrance émotionnelle, comment dealer avec les difficultés relationnelles. Quelque part, la DBT, il y a des applications, de nombreuses applications de la DBT à l'école, mais au Québec, peut-être moins, mais au Québec, on a des initiatives super intéressantes ici aux crises que je vous recommande de lire, c'est justement développer les compétences de gestion émotionnelle, interpersonnelle. Et tout ce que je vous ai dit ici, ça fait partie un peu. Parce que apprendre à valider l'émotion chez l'autre, c'est très important pour apprendre à gérer les interactions. Apprendre à valider sa propre souffrance. Oui, je souffre, mais c'est normal de souffrir. Ça fait partie aussi de ces compétences de gestion. Donc, selon moi, si on veut prévenir, si on veut empêcher que les gens se rendent dans le bureau du psychologue de Rivière-de-Prairie, il faut les équiper en amont. Et pour ça, il faut des programmes, et ça existe déjà des programmes, autant basés sur la DBT, autant basés sur d'autres modèles d'intervention, mais des programmes qui visent à équiper les jeunes pour mieux gérer leur intensité émotionnelle. Donc,
Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'une psychoéducatrice pourrait faire? Moi, je pense que la première chose, c'est je la félicite de vouloir faire ça. Parce que je sais que ce n'est pas facile ce qu'il doit vivre. Puis je félicite ça. Maintenant, quoi faire concrètement? La première chose, c'est lire. Lire un peu de tout ça, se familiariser. Puis après ça, essayer de trouver, parce qu'il y a beaucoup de programmes d'intervention scolaire, puis essayer de lire des programmes scolaires pour identifier lesquels marcheraient le mieux pour elle dans ce contexte-là. Je ne vous recommande pas de créer votre propre programme ou de votre propre contenu. Parce que là, surtout quand on parle de prévention de comportements suicidaires, on est toujours exposé, mais plutôt de lire plusieurs modèles, plusieurs façons de faire, puis le CRIS est très bien équipé pour ça. Puis choisir c'est lesquels qui vous parlent à vous le plus. Il ne faut jamais faire une intervention si on n'y croit pas. Il faut être authentique avec soi-même. Et si vous voulez implanter un programme comme ça, mais comme je vous ai dit, la validation, c'est quelque chose que, selon moi, tous les enseignants du monde devraient, et tous les parents du monde devraient apprendre. Donc, apprendre la validation, ce n'est pas juste pour la prévention du suicide, mais ça aide à ça aussi, selon moi. Merci beaucoup.